on va dire. Et c'est Gourdeau-Montagne qui invite Djouri à l'ambassade de France. En tout cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées par la suite. C'est comme ça que Gourdeau-Montagne lui-même l'a reconnu. Donc ça, c'est Gourdeau-Montagne. Et puis surtout, je reviens effectivement, et j'entre comme ça dans le livre dès le début. Donc c'est un peu costaud, on va dire, comme entrée. Surtout que je sais des choses que je ne peux pas écrire, tout simplement pour des questions de diffamation et de preuves. Mais effectivement, j'explique que le voyage important, c'est le voyage qu'Emmanuel Macron a eu pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire le voyage de 13 et 14 février, là où il fait des grandes déclarations sur le crime contre l'humanité qui a été la colonisation en Algérie. Bien évidemment, tout le monde a retenu ces grandes déclarations, que d'une certaine manière, moi, sur le plan personnel, je suis d'accord, mais il a fait ces grandes déclarations-là. Et en fait, toute mon enquête, enfin une partie de l'enquête sur ce chapitre-là, c'est de montrer qu'il a rencontré énormément de réseaux d'affaires algériens, franco-algériens lors de ce voyage, et notamment deux grandes figures du patronat algérien qui sont aujourd'hui d'ailleurs, depuis les événements en Algérie actuellement, en prison. Il a rencontré longuement Ali Haddad, qui a été le patron des patrons algériens d'une structure qui s'appelle le Forum économique. Ali Haddad, très proche de la famille Bouteflika et du frère Saïd Bouteflika, et il a rencontré un autre milliardaire qui s'appelle Issa Rebrab, qui lui était pas dans le même camp. On ne sait pas s'il y a eu du financement, etc. Il y a des suspicions, il y a des... Moi, je ne le mets pas, je ne peux pas le démontrer. En tout cas... C'est un peu, si je puis me permettre une petite critique, c'est un peu déceptif ça, sur ce chapitre-là, parce que tu accumules des présomptions, des faits, et puis on se dit, oui, mais bon... ok, alors on ne savait pas ça. C'est vrai que la proximité avec ces milliardaires. Il faut dire aussi, tu as oublié de dire qu'ils sont en tôle en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, Haddad depuis un mois est en prison et Rebrab depuis à peu près quelques jours là a également été mis en prison officiellement pour des histoires de corruption. Effectivement, c'est ce que la justice algérienne a dit. Ce que je note dans ce chapitre-là, c'est que je me demande pourquoi Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, rencontre ces grands milliardaires algériens ou ces grands représentants du grand patronat algérien, très très proches du pouvoir algérien. Pourquoi il prend autant de temps avec eux, alors que ce n'est pas forcément les personnalités, on va dire, les plus modernes. Après, tu as une hypothèse ? Alors, l'hypothèse, c'est qu'il y a eu, ça je le sais, il y a eu des dons légaux qui ont été faits dans le milieu franco-algérien, parce qu'il y a eu une soirée lors de ce voyage-là, comme dans ses déplacements à Londres, ou au Liban, ou à New York, c'est-à-dire d'une manière indifférenciée, il a fait sa campagne à ce moment-là auprès des expatriés ou des franco-algériens ou même des Algériens, et qu'on était dans une période, ça c'est un autre épisode du livre que je raconte avec détail, c'est qu'on était à une période de la campagne où en réalité, contrairement à l'image d'Épinal qu'on pouvait avoir, en fait Emmanuel Macron a eu des difficultés financières pendant sa campagne, c'est-à-dire que les collectes de fonds qui ont été médiatisées en 2016, fin 2016, il n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Et pour une grande campagne électorale, notamment du niveau de celle d'Emmanuel Macron, 5 millions d'euros, ce n'est pas suffisant. Et l'autre chose que je démontre dans le livre, et là pour le coup je me suis basé notamment sur les Macron Leaks,